Alors, le cycle de Krebs. On a dit que la chaîne respiratoire est alimentée par les enzymes NADH et FADH2. Donc, le cycle de Krebs, c'est lui qui va produire ses équivalents réducteurs, à savoir NADH et FADH2. Donc, si j'avais à définir le cycle de Krebs, c'est la voie finale et commune d'oxydation des acétyl-CoA, issue de la dégradation des glucides, lipides et protéines, qui vont nous donner les 3 acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, c'est lui qui va nourrir ou faire fonctionner le cycle de Krebs. Et le cycle de Krebs produit les enzymes NADH et FADH2 qui vont alimenter la chaîne respiratoire. Le cycle de Krebs a lieu dans la matrice mitochondriale. Pourquoi? Pour qu'il soit près de la chaîne respiratoire, parce que dès le NADH et FADH2 sont produits, ils sont rapidement transférés à la chaîne respiratoire, bien sûr pour produire de l'ATP. Attention de cette question piège. Donc, pour ne pas perdre du temps et pour ne pas utiliser beaucoup de systèmes de navette. Et en plus, la chaîne respiratoire et le cycle de Krebs ont une enzyme commune collée à la chaîne respiratoire et fait partie aussi du cycle de Krebs. Ici, j'ai donné l'exemple des glucides. Les glucides, quand ils sont dégradés par la glycolyse, ils nous donnent de l'acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA passe au niveau du cycle de Krebs. Alors, quelles sont les caractéristiques du cycle de Krebs? Comme vous le voyez, il est cyclique, sous forme de cycle. C'est-à-dire que je commence par une molécule X, après un tour, je reviens à la molécule X, appelé cycle de Krebs du monsieur qui l'a inventé. On l'appelle aussi le cycle tricarboxylique, parce qu'on a 3 acides carboxyliques dans ses composés. Et on l'appelle aussi citrique, parce qu'il nous produit de l'acide citrique. Il possède 8 étapes que nous allons voir. Il se déroule dans la matrice mitochondriale. On a dit que le cycle de Krebs est alimenté par l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, c'est un acétyl pris en charge par le coenzyme A. C'est l'acétyl qui alimente le cycle de Krebs, ramené par le coenzyme A. Comme les enzymes NAD et FADH2, les équivalents réducteurs sont ramenés par eux. Voici la structure du coenzyme A. La même chose, dérive du vitamine. Seulement cette partie qui va prendre en charge notre acétyl. D'ailleurs, on le trouve sous forme SH, c'est-à-dire qu'il est libre. Ici, il n'a pas fixé de l'acétyl. Quand il est sous forme de S, ça veut dire qu'il a fixé de l'acétyl. Passons aux réactions du cycle de Krebs. La première réaction est une réaction de condensation. Pour vous clarifier, ne vous apprenez pas les réactions chimiques, mais vous devez retenir ce qui se passe dans le cycle. Comme ici, condensation de l'acétyl-CoA, c'est-à-dire que j'ai l'acétyl-CoA ramené par le coenzyme A. Voici l'acétyl-CoA, CH3CO. Regardez, S-CoA. Donc, mon coenzyme est attaché à l'acétyl plus l'oxaloacétate du cycle de Krebs. C'est un composé à 4 carbones. 1, 2, 3, 4. 4 carbones. Et mon acétyl contenant 2 carbones. Donc, première étape, condensation de l'acétyl-CoA avec l'oxaloacétate et formation du citrate. Voici le citrate. C'est un composé à 6 carbones. Et vous voyez les 3 COOH. C'est pour ça on l'appelle tricarboxylique. Donc, acétyl-CoA plus oxaloacétate plus H2O, j'obtiens du citrate et libération du coenzyme A SH, c'est-à-dire coenzyme A libre. Donc, entrée d'une molécule d'eau et sortie du CoA SH et production du citrate. Première réaction du cycle de Krebs, condensation de l'acétyl-CoA plus oxaloacétate, j'obtiens du citrate. La réaction suivante, le citrate est converti en isocitrate. Comment? 2 réactions dans une. Voilà le citrate. Elle est convertie en isocitrate. Comment? Par 2 réactions. D'abord, il y a une déshydratation, sortie d'une molécule d'eau. La sortie d'une molécule d'eau nous produit une double liaison grâce à l'enzyme l'aconétase. Donc, citrate est déshydraté en 6-aconétate. Puis, elle est hydratée en isocitrate, toujours par la même enzyme. Donc, déshydratation, puis hydratation, et j'obtiens de l'isocitrate. Ensuite, l'isocitrate subit plusieurs réactions.
La première est une oxydation par le coenzyme NAD+. On forme alors du pouvoir réducteur sous forme de NADH+. Puis le composé produit subit une décarboxylation oxydative et on libère du CO2. Et le résultat, c'est l'alpha-cétoglutarate. Ensuite, l'alpha-cétoglutarate subit une décarboxylation oxydative, c'est-à-dire sortie de CO2 et formation de deuxième NADH+. Et il y a entrée du coenzyme A pour me former le succinyl-CoA, c'est-à-dire le succinyl accroché sur le coenzyme A. Le succinyl-CoA ensuite est transformé en succénate. Regardez avec moi. Le succinyl-CoA est accroché au coenzyme A. Lorsqu'il est transformé en succénate, il y a l'hydrolyse de la liaison thioédère. Quand il y a libération du coenzyme A, il va sortir et devient sous forme de CoASH. Il y a libération d'une importante énergie. Cette énergie va servir à phosphoryler le GDP plus PI en GTP. Qu'est-ce qui m'a permis de fixer le PI au GDP pour avoir le GTP? C'est l'énergie obtenue suite à l'hydrolyse de ce S-CoA. Donc, on obtient le succénate. Puisqu'il y a eu hydrolyse du S-CoA, elle est devenue sous forme de CoASH. Maintenant, revenons au GTP. Il va céder son PI à l'ADP pour former l'ATP. J'ai formé mon premier ATP. Cette étape est une phosphorylation au niveau du substrat. Donc, le succinyl-CoA, il a pu me fabriquer de l'ATP. Parce que d'habitude, l'ATP est produite au niveau de la chaîne respiratoire. C'est rare où on a la production de l'ATP au niveau du substrat. Maintenant, ce succinyl-CoA est un composé à haut potentiel d'hydrolyse. Donc, de l'isocitrate à cette étape, j'obtiens 2 NADH+, j'ai libéré un CO2 et j'ai produit un ATP au niveau du substrat qui est le succinyl-CoA. Bon, cette réaction est spécifique des êtres humains. Chez les plantes, par exemple, à partir du GDP, on a directement ADP qui va nous donner ATP. Cette réaction est spécifique juste des êtres humains parce que nous n'avons pas l'enzyme qui travaille sur l'ADP. On a l'enzyme qui travaille sur le GDP. Alors, le succénate à son tour va subir une troisième réaction d'oxydoréduction. Voici la succénate déshydrogénase, l'enzyme commune entre la chaîne respiratoire et le cycle de Krebs. Vous voyez maintenant pourquoi le cycle de Krebs doit être à côté de la chaîne respiratoire? Parce qu'ils ont en commun la succénate déshydrogénase, qui est le complexe 2 de la chaîne respiratoire. Donc, le succénate subit une réaction d'oxydoréduction par la succénate déshydrogénase, mais cette fois-ci, le coenzyme est le FADH2. Voici les protons qui sont pris en charge par le FADH2. Donc, on obtient le fumarate. Donc, succénate est transformé en fumarate par une réaction d'oxydoréduction, faisant intervenir une enzyme à FADH2. Donc, jusqu'à présent, on a obtenu 2 NADH+, un ATP et ici un FADH2. De la succénate déshydrogénase, elle nous a formé le fumarate dans une configuration trans. Regardez les CO, ils sont dans une position opposée. Donc, c'est la configuration trans. Donc, c'est pas pour rien. C'est pour permettre la fumarase d'hydrater sa double liaison. Si on a resté dans la configuration 6, donc les CO du même côté, la fumarase ne peut pas agir sur ce composé parce que la fumarase travaille sur les configurations trans. Ensuite, ce fumarate est transformé en malate par hydratation de la double liaison, configuration trans. J'obtiens ce qu'on appelle malate. Finalement, ce malate subit une réaction d'oxydoréduction avec formation du NADH+, et production d'oxaloacétate. L'oxaloacétate est le premier élément du cycle de Krebs. Donc, le cycle de Krebs arrête ici. L'organisme ramène une deuxième molécule d'acétyl-CoA qui se condense avec cet oxaloacétate et le cycle reprend. Passons à l'équation du cycle. Le cycle a commencé par l'acétyl-CoA. On a consommé 3 NAD+, on a consommé un FAD, on a consommé un GTP plus PI et les H2O sont ici. On a libéré le CoASH, on a libéré 2 CO2, on a libéré 3 NADH+, un GTP qui va devenir après ATP et bien sûr du FADH2.
Maintenant, on va calculer notre bilan énergétique. On a obtenu donc 3 NADH+ dans le cycle de Krebs. On sait que 1 NADH+ me donne 3 ATP. Donc 3 fois 3 ATP égale à 9 ATP. On a obtenu un FADH2. Vous savez que le FAD me donne 2 ATP. Donc 1 fois 2 ATP me donne 2 ATP. Et on a obtenu aussi un ATP issu de la phosphorylation au niveau du substrat. L'étape du passage du succinyl-CoA en succénate. Donc, le bilan total, 3 fois 3 égale à 9. 9 plus 2, ça me fait 11. Plus l'ATP de la phosphorylation au niveau du substrat, le total me donne 12 ATP. Donc, la dégradation totale de l'acétyl-CoA au niveau du cycle de Krebs me donne 12 ATP. Donc, un acétyl-CoA me donne 12 ATP. On passe maintenant aux inhibiteurs du cycle de Krebs. J'ai sélectionné que 3. Le fluoroacétate bloque le passage du citrate en 6-aconétate ou isocétrate. Il y aura accumulation du citrate et le cycle de Krebs va s'arrêter. Le malonate bloque le passage du succinate en fumarate. Le cycle s'arrête. Alors, l'arsénite, c'est un analogue structural du PI. Il bloque le passage du alpha-cétoglutarate en succinyl-CoA. Il bloque toute réaction utilisant le phosphate, c'est-à-dire H3PO4. Toute réaction utilisant le H3PO4 sera bloquée. D'accord? J'utilise l'arsénite au niveau de la chaîne respiratoire, c'est tout. Est-ce qu'il va y avoir une perturbation ou pas? Très bien. Le rôle de l'ATP synthétase, c'est phosphoryler l'ATP à partir d'ADP et PI, puisque le PI qui va me fabriquer l'ATP à partir de l'ADP. L'arsénite est un analogue structural du PI. Écrivez avec moi. On sait que ADP plus PI me donne ATP. Quand on va mettre de l'arsénite ADP plus ASN, on obtient de l'adényl arsénylé. Ce complexe est très rapidement formé et très rapidement détruit, de telle sorte qu'on ne peut pas vérifier sa présence. On l'entend souvent dans les séries policières. Pourquoi justement les assassins et les meurtrières choisissent ce poison-là? Parce qu'il ne laisse pas de traces. Il est rapidement formé et il est rapidement détruit et perdu sous forme de chaleur. Donc l'arsénite ne concerne pas uniquement le cycle de Krebs. Il concerne tout composé utilisant du PI. Donc, on résume un peu le cycle. Où se déroule le cycle de Krebs? La matrice mitochondriale. Pour qu'il soit à côté de la chaîne respiratoire. Et en plus, il a en commun avec la chaîne respiratoire une enzyme, qui est le complexe 2 de la chaîne respiratoire, la succinate déshydrogénase. Donc, il y a 2 atomes de carbone qui entrent sous forme d'acétyl ramenés par le CoA. 2 atomes entrent et 2 atomes sortent sous forme de CO2 dans les réactions de décarboxylation. Il y a 4 paires d'H+, qui sont produites 3 NADH+ et 1 FADH2. On a une phosphorylation au niveau du substrat qui nous donne du GTP qui à son tour va nous former de l'ATP. Attention, on a 3 réactions irréversibles dans le cycle de Krebs qui sont la première réaction acétyl-CoA, oxaloacétate, citrate. Après isocitrate, alpha-cétoglutarate, alpha-céto, succinyl-CoA. Ils sont successifs pour vous faciliter les choses. Ces 3 réactions irréversibles, c'est les réactions de régulation du cycle. Et comme ça, on a terminé le cycle de Krebs.